Jamais nous n'avons vécu dans un monde aussi complexe. Alors il nous faut comprendre justement cette complexité, mieux la comprendre pour peut-être mieux la transformer. Nous sommes face à plusieurs révolutions. Monsieur Védrine en parlait tout à l'heure. Il y a le numérique avec son impact direct d'ailleurs sur le management et sur le social à travers l'emploi. Il y a le climatique qui concerne là pour le coup tous les métiers, tous les services même au sein des entreprises, et puis la globalisation de l'économie. Aujourd'hui, on a en quelque sorte deux boules de fer, la boule chinoise d'un côté, la boule américaine de l'autre, et puis au milieu, 27 petites boules de bois qui se baladent au milieu dans la désorganisation. Quel rôle justement pour les directeurs financiers dans cet écosystème? Je disais comprendre pour mieux décider. Je vous demande d'accueillir Mathilde Lemoine, qui est professeure à Sciences Po et chef économiste de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Bonjour Mathilde, merci de venir nous éclairer sur ces grands enjeux internationaux. On vient d'en parler avec Monsieur le Ministre. Vous êtes ce que l'on appelle, Mathilde Lemoine, une macroéconomiste. L'économie n'a aucun secret pour vous, enfin, économie publique et conjoncture internationale. Je ne vais pas détailler votre CV, on y serait encore ce soir probablement. J'ai surtout retenu que vous êtes spécialiste de l'évaluation des conséquences des négociations internationales, entre autres. Donc là, ça tombe, vous êtes, je dirais, la femme de la situation aujourd'hui pour le thème qui nous occupe. Hubert Védrine vient de décrire cette situation bien complexe. Est-ce qu'il faut avoir peur aujourd'hui? Est-ce qu'il faut avoir peur plus de Donald Trump ou du président chinois Xi Jinping? Alors, je ne vais pas répondre à votre question, puisque ce que je crois, c'est que le conflit en tant que tel est un des événements les plus structurants des prochaines années. Et je rejoins le ministre, évidemment, dans son analyse. J'aimerais revenir assez rapidement sur ma lecture de la genèse de ce conflit, qui dépasse bien évidemment Donald Trump. On a vu que les Américains avaient vu leur influence économique considérablement se réduire, puisque avant le lancement des hostilités, la part des exportations américaines dans les exportations mondiales était de 9,4%, c'est-à-dire un peu moins que la part des exportations allemandes dans les exportations mondiales. Et donc, les États-Unis ont été confrontés à une attrition de leur influence commerciale, en tout cas si on prend cette simple mesure, mais elle a une réalité. Et parallèlement, il y a eu une forme d'européanisation des échanges, puisque la part des exportations européennes a considérablement augmenté, et en particulier après la création du marché unique, pour atteindre, selon les mesures, aux alentours de 36% des exportations mondiales. Et suite à cette européanisation des échanges, on a vu une asiatisation des échanges. Et la part des exportations asiatiques représente environ 32% des exportations mondiales. Donc on a un paysage où les États-Unis ont vu une montée en puissance de l'Europe puis de l'Asie, et donc ont été confrontés à cette reconfiguration des échanges internationaux. Alors, bien évidemment, ça n'est pas la seule mesure de cet affaiblissement de la croissance américaine. On a vu aussi que, justement, cette croissance américaine ne contribuait plus que marginalement à la croissance mondiale. La croissance américaine représentait 12% de la croissance mondiale avant le début des hostilités. La croissance chinoise, 32% de la croissance mondiale. Donc si on regarde, si on prend un par un quelques grands équilibres macroéconomiques, les exportations mondiales, la croissance mondiale, les États-Unis ont vu peu à peu leur poids diminuer. Et parallèlement, l'Europe a bien évidemment voulu développer ses exportations agricoles, qui est un enjeu commercial depuis la création de l'OMC. Donc c'est absolument pas nouveau. Et la place de l'OMC, qui on va le voir aussi, est un enjeu de négociation pour les États-Unis. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui finalement le rapport de force que nous connaissons. Alors pas seulement. Donc c'est parce que
suite à cet affaiblissement américain, le président Xi Jinping, à l'automne 2017, lors de son discours d'inauguration du 19e congrès du Parti communiste chinois, a expliqué qu'il allait renforcer le poids des entreprises d'État et qu'il allait mettre en place des comités locaux du Parti communiste, des comités locaux du Parti communiste, pour justement permettre d'avoir encore plus d'influence sur la réalité microéconomique de la Chine. Et donc, ça a été, on a vu l'affaiblissement américain, et parallèlement, on a vu que le président Xi Jinping a provoqué les Américains en leur disant clairement que jamais ils ne libéraliseront leur économie et que les rêves de démocratie ou de liberté économique que les Occidentaux pouvaient avoir pour la Chine étaient réduits au néant. Et donc, en tout cas, c'est ma lecture et mon analyse de la situation. Il y a eu vraiment un moment crucial pour les Américains. Ça a été ce discours d'inauguration du 19e congrès du Parti communiste qui a vu la réélection de Xi Jinping et qui a été vécu comme une provocation. Et à l'époque, parce que j'ai la chance de continuer à côtoyer des représentants américains à l'OMC. Et vraiment, pour eux, ils l'ont exprimé de la façon suivante en disant qu'ils étaient sûrs désormais que tout échange bilatéral n'aurait plus aucun poids et qu'il était nécessaire d'aller plus loin. Toute négociation bilatérale était vaine désormais. Donc, pour moi, c'est cette espèce de confrontation, de provocation, et le ministre l'a analysé en disant que c'est finalement la bataille pour le leadership mondial du XXIe siècle. Donc on est dans ce paysage structurant. À vous écouter, Mathilde Lemoine, on a un peu l'impression que vous êtes en train de dire Xi Jinping, là, il est génial, il a tapé juste. C'est un stratège, finalement. Je ne dis pas qu'il est génial. Je dis simplement qu'il a une volonté farouche, féroce, qui est de faire de la Chine le leader mondial du XXIe siècle, et que pour ça, il n'envisage pas une seule seconde de libéraliser son économie au sens où les Occidentaux l'attendaient ou l'espéraient. Et ça, je trouve que ça a considérablement changé avec la réélection de Xi Jinping. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de son mandat en 2012, il semblait plus ouvert. Il avait vaincu la corruption. Donc, il avait montré des signes qui laissaient penser qu'il pouvait faire progresser la Chine vers une espèce de libéralisation un peu avancée. Donc, vraiment, pour moi, cette période est absolument marquante. Et alors, comment analyser maintenant, de l'autre côté, l'attitude de Donald Trump ? Alors, quel regard vous portez sur cette attitude ? Je dirais que c'est d'abord l'attitude de l'administration américaine. Quand vous regardez les rapports du représentant d'État Trump au commerce... Trump n'existe pas, c'est son administration qui fait tout ? C'est les deux, mais il y a quand même des fondamentaux pour aussi expliquer pourquoi, de mon point de vue, cette relation, ces tensions sont structurelles et structurantes. Et l'administration américaine a bien noté justement que toutes les réserves émises par la Chine par rapport à la libéralisation. La Chine ne cesse de promettre, c'est un sketch, on voit ces importations de soja, on nous dit ça y est, il va y avoir une phase 1 de négociation. En fait, c'est toujours les mêmes importations de soja qui reviennent sur la table systématiquement depuis des années et des années. On voit bien, les droits de douane, c'est pareil. La Chine a été condamnée à l'OMC, les États-Unis ont été condamnés à l'OMC pour des respects de droits de propriété intellectuelle. Donc on voit bien que c'est des sujets qui reviennent, et dans les rapports, encore une fois, de l'administration américaine, le ton a changé avant même l'élection de Donald Trump, puisqu'ils ont été beaucoup plus durs quant à l'impossibilité de négocier avec la Chine, et ça a été, encore une fois, il y a eu ce coup de grâce, et voire cette provocation des Chinois lors de l'inauguration de la réélection de Xi Jinping. Alors, la grande question dans tout ça, c'est quel impact pour l'Europe ? Parce que tout à l'heure, j'utilisais l'image de ces deux grosses boules de fer, donc Chine d'un côté, États-Unis de l'autre, avec les petites billes de bois européennes au milieu. Cette situation que vous venez de nous décrire, entre États-Unis et Chine, nous, on est au milieu, comment ça va se passer pour nous ?
Alors, l'Europe a vraiment bénéficié de la création du marché unique et ça a permis de faire de l'Europe un acteur mondial du commerce. Et si vous prenez la période justement avant cette phase critique de 2008, donc si vous prenez la période 2000-2008, l'Europe a contribué à hauteur de 40% à la croissance des exportations mondiales. Depuis 2008, c'est l'Asie qui a contribué à hauteur de 57% à la croissance des exportations mondiales. Donc on a vraiment eu ce phénomène, création du marché unique, européanisation des échanges, dynamisme européen, et maintenant c'est l'Asie qui contribue à plus de 50% à la croissance des exportations mondiales. Donc l'Europe, elle aussi, est confrontée justement à ce changement de rythme de l'intégration régionale asiatique qui accélère. Alors on pourrait dire que c'est à cause de l'affaiblissement américain que j'ai détaillé au début, ou voire de l'affaiblissement de la zone euro. Mais pas du tout. On a fait des études un peu plus poussées qui montrent que l'intégration régionale et le développement du poids de l'Asie dans le monde résultent d'une augmentation, ce qu'on appelle du PIB potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'il y a eu des phénomènes vraiment structurants là aussi en Asie qui ont fait que le niveau de PIB par habitant, le niveau d'activité, de richesse a doublé depuis 2008. Et ça, il me semble, et je trouve, je ne sais pas ce qu'en pensent les directeurs financiers, mais il me semble qu'on le sous-estime. Alors, il y en a beaucoup qui sont très orientés vers l'Asie, mais il me semble qu'on le sous-estime beaucoup. Ce n'est pas simplement l'affaiblissement du reste, c'est aussi, on est confronté à un phénomène de développement structurel de l'économie asiatique. Et la prochaine étape va être, évidemment, ça concerne toutes les personnes de cette salle, le développement des marchés financiers asiatiques, puisque là, ils sont encore complètement balbutiants. Donc pour l'Europe, deux problèmes. Un, l'Asie est en train de lui prendre sa place de premier exportateur mondial. Et donc, ça va l'obliger à réagir, sachant qu'en parallèle, on a vu que la réforme fiscale de Donald Trump avait permis d'améliorer la compétitivité des entreprises américaines et que les Chinois ont réagi en subventionnant encore plus leurs entreprises. Donc, les entreprises européennes sont quand même confrontées à, je dirais, un double défi de compétitivité. Donc, comment les entreprises européennes peuvent aussi être aidées? Il semble que la nouvelle Commission en ait conscience et permette à des entreprises ou à des États justement de subventionner des développements économiques ou des développements en innovation et recherche. Je pense que c'est même si la commissaire à la concurrence s'est quand même exprimée contre la création de grands groupes pour faire face à Google. Il va y avoir des débats au sein de la Commission, ça c'est normal et heureusement. Je trouve que le débat est toujours très fécond et c'est des sujets dont on détient pas de vérité, donc il faut un débat. Mais en revanche, il me semble que la nouvelle Commission est assez consciente de cette distorsion de concurrence qui a été générée par la politique fiscale de Donald Trump et par l'accroissement des subventions chinoises aux entreprises pour les aider à supporter la guerre commerciale. Donc ça, c'est la première difficulté à laquelle est confrontée l'Europe. En revanche, il me semble que l'Europe a aussi une carte à jouer, et en particulier en matière de finances. Pourquoi? Parce que les marchés financiers sont complètement dépendants des évolutions financières américaines. Bon. On voit bien qu'il y a un décalage aujourd'hui entre la formidable intégration régionale asiatique et la taille, profondeur, liquidité des marchés financiers asiatiques qui est encore très insuffisante. Et une des ambitions de la Chine, c'est bien évidemment de compléter cette intégration régionale asiatique par une intégration régionale financière, avec éventuellement le yuan qui sert de monnaie régionale. Donc vous voulez dire que l'Europe peut aider l'Asie? Et là, alors l'Europe peut l'aider, et en particulier grâce à son avancée en matière de finances vertes. Parce qu'en matière de marché financier, on voit bien que d'abord, l'Europe est confrontée à un problème d'accès au dollar. Les banques sont obligées de gérer ça. Je ne suis pas sûre que les autorités européennes en soient tout à fait conscientes et soient tout à fait conscientes du poids et de l'enjeu que ça génère.
Mais parallèlement à ça, on voit bien que les banques, entreprises européennes sont très en avance en matière de finances vertes. Et là, compte tenu de l'objectif du président Xi Jinping, qui est de faire de la Chine, au milieu du XXIe siècle, une puissance innovante dans un environnement soutenable, l'Europe a une carte à jouer en la matière. Et surtout, ça nous permettra d'exporter nos normes. Et pour une fois, ça changera, puisque les Américains, c'est un des principaux enjeux pour eux, l'accès au marché financier chinois. Et une des demandes américaines, c'est que leur système de carte de paiement, tout simplement, puisse justement être développé en Chine. Et ils demandent ça systématiquement depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC. Donc on voit bien que pour les Américains, un des enjeux, c'est le développement du marché financier, de participer au développement du marché financier. Et je crois que là, il ne faut pas que les Européens soient naïfs. Et la vraie difficulté qu'ont les Européens, c'est qu'il n'y a pas de marché unique en la matière, et donc il n'y a pas de position unique à défendre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, quelques grandes banques qui ont la taille suffisante puissent justement travailler avec la Commission européenne pour essayer de développer des positions communes à l'export et faire en sorte que les revendications des Européens en la matière soient entendues. Et c'est le manque ou l'arrêt de la construction européenne. Et je crois que ça va être très difficile pour l'Europe de défendre une position commune et justement de contrer les Américains. Ça reste leur ambition principale. Les Américains donnent toujours le là aujourd'hui en matière, alors là cette fois de politique monétaire? Alors, une note d'espoir, hein, c'est que grâce à la création de la Banque Centrale Européenne et au lancement du quantitative easing, on a vu que les taux européens étaient beaucoup plus déconnectés des taux américains qu'avant justement la création de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une même augmentation de taux aux États-Unis, vous avez une appréciation du dollar qui est plus importante qu'avant. Parce que les taux européens restent dirigés par la Banque Centrale Européenne. Et donc, ça donne des marges de manœuvre à l'Europe, puisque ça veut dire que l'Europe peut avoir une politique monétaire qui est beaucoup plus adaptée aux conditions aux équilibres macroéconomiques, mais ça gêne les Américains. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à Donald Trump, puisqu'il a fait un tweet pour dire que justement les Américains étaient malhonnêtes comme les Chinois, les Européens pardon, étaient malhonnêtes comme les Chinois, puisque les Chinois c'était en matière de politique commerciale et les Européens c'était en matière de politique monétaire et que c'était pas normal que la Banque Centrale Européenne ait sa propre politique. Donc on voit bien que ça va être un enjeu de tension entre les États-Unis et l'Europe, et je crois que de ce point de vue-là, la diplomatie a un rôle à jouer, et c'est pour ça qu'il faut des passerelles entre la diplomatie et le monde de la finance. Ils ne sont pas encore assez connectés aujourd'hui. Pas du tout, et parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la politique monétaire est un élément de souveraineté majeur pour l'Europe et un élément de tension potentielle et de rapport de force avec les Américains, et que c'est complètement sous-exploité, ou en tout cas, il faut absolument y faire très attention. Alors Mathilde Moine, je posais la question tout à l'heure au ministre Hubert Védrine. Même question, quel conseil aux directeurs financiers concrètement, quelles leçons doivent-ils tirer de ce monde que vous nous décrivez tous les deux depuis tout à l'heure? Premièrement, les tensions commerciales sont le reflet de tensions d'une bataille pour le leadership mondial, donc elles sont structurantes pour les prochaines années de mon point de vue, donc l'espèce d'incertitude que ça génère va perdurer. Deuxièmement, même si tout est cyclique en économie, et en particulier sur les marchés financiers, le fait que la Banque Centrale Européenne puisse mener une politique autonome a des conséquences évidemment en termes de variation et d'évolution relative des taux d'intérêt et des taux de change. Et troisièmement, il faut faire extrêmement attention à l'influence comprises les banques centrales, et ça, tous, vous le voyez au quotidien, puisque les banques centrales ont modifié le prix relatif des actifs et donc donnent des signaux qui sont très difficiles à interpréter et qui peuvent conduire à des investissements basés sur des prix de titres ou d'actifs qui ne reflètent pas une réalité macroéconomique.
Et parce que les banques centrales sont allées très très loin dans la baisse de taux, et en particulier parce que la Banque centrale européenne a décidé de mettre en place des taux négatifs, ça a généré la mise en œuvre de politiques complémentaires qui sont des politiques macro-prudentielles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une déconnexion entre la politique monétaire et la politique de taux, et la politique de mise en œuvre de contraintes supplémentaires sur le secteur bancaire, puisque des autorités nationales peuvent décider d'augmenter les contraintes de fonds propres, par exemple, pour des établissements bancaires européens. Et donc, ça veut dire aujourd'hui qu'en regardant les taux, en regardant les marchés financiers, on ne peut plus prétendre comprendre ce qui se passe en matière de politique monétaire. Et ça va forcément générer de la volatilité, et ça va forcément générer une plus grande difficulté d'appréciation des évolutions de titres. Et donc et je rejoindrai les conclusions du ministre pour dire qu'il faut vraiment regarder les fondamentaux et rester sur quelques analyses structurantes qui montrent que au-delà des variations de court terme, il y a des changements structurels, comme justement cette plus forte régionalisation asiatique et ce dépassement de l'Europe par l'Asie. Voilà pour les conseils de Mathilde Lemoine, directeur financier. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce panorama très clair. Merci Mathilde Lemoine, je vous invite à rejoindre la salle.